Allô, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Donc, premier cours de PHP aujourd'hui. Euh, on n'a pas pu faire cours en présentiel hier parce que la salle est en réaménagement. Parce qu'il paraît, ils ont changé l'équipe qui était là. Donc, la nouvelle équipe est en train de faire des travaux là-bas pour à peu près 15 jours, plus ou moins 15 jours, d'après ce qu'ils ont dit. Donc, je pense que samedi prochain, on pourra avoir accès à la salle de nouveau. Mais bon, on va commencer aujourd'hui parce que la semaine passée, on n'a pas pu faire cours parce que, à cause de mon état de santé, j'avais pris un gros coup de fatigue. Donc, je ne pouvais pas encore dire, parce qu'on n'a pas fait cours samedi, on n'a pas fait cours dimanche, non. Voilà, tout le monde a la connexion. Ceux qui peuvent se connecter vont se connecter. Et de toutes les façons, la plus grande partie même ne suit plus en présentiel. Tout le monde commence à suivre en ligne maintenant. Voilà, en présentiel, on est 2, 3, 3, 2. Donc, bon. Bien. Donc, découvrez PHP et MySQL. OK? Donc, en français, c'est MySQL. Sinon, c'est MySQL. Bien. Donc, après avoir fini le cours front-end en HTML, CSS, JavaScript, nous allons maintenant nous attaquer au cours sur le développement back-end. OK? Voilà, au cours sur le développement back-end.
afin de dénicher, découvrir tous les rouages qui se jouent derrière nos applications web qui sont invisibles pour nous, d'où l'appellation back-end. Donc, quand on dit back-end, c'est tout ce qui va se passer derrière qu'on ne voit pas. Front-end, c'est ce qu'on voit. HTML, CSS, JavaScript que nous avons déjà vu sont des langages dits front-end. Bon, même si JavaScript aussi fait du back-end, mais en priorité, il a été créé de base pour faire du front-end. Donc, HTML pour la structure, CSS pour le style et JavaScript pour tout ce qui est dynamisme. OK? Donc, ces trois langages-là, je suppose qu'aujourd'hui, après 4 mois de formation, c'est des choses que vous maîtrisez. Pas peut-être à 100%, mais c'est des choses sur lesquelles vous avez des bases. Vous pouvez vous débrouiller. Voilà, donc ceux qui ont fait les exercices, donc déjà, félicitations. Hein. Monsieur Atron, Mademoiselle Kadi, voilà. Et puis, je crois qu'il y a Monsieur Alfred aussi qui m'a envoyé des exercices. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, ceux qui ont envoyé les exercices, voilà, c'est bien. Donc, je vous ferai des retours dans la semaine parce que j'étais très occupé. Mais j'ai plus ou moins regardé, mais je n'ai pas encore fait de retour. Je vous ferai des retours dans la semaine. Monsieur Nabil, attendez, de toute façon, je vais ouvrir mon mail et on va voir ceux qui ont envoyé les exercices. Monsieur Nabil nous dit qu'il a envoyé un exercice. On va vérifier ensemble. Merde, je n'ai pas mon compte ici. Bon, pas grave. On va voir ça directement ici. OK. Bien. Alors, pardon, ça c'est mon compte personnel, pas le compte de Lara Lover. Et voilà. Bien, donc, j'ai reçu l'exercice de Monsieur Atron. Voilà. Et Monsieur Atron, voilà. C'est Monsieur Atron qui m'envoie le plus d'exercices. Voilà. Kadi Kone, Monsieur Atron. Bon, c'est tout. Hein. Monsieur Alfred, oui. Kadi, Monsieur Yoro. Ouais, Monsieur Yoro aussi m'a envoyé des exercices. Non, à part ça, Monsieur Nabil, je n'ai pas reçu d'exercice de vous. Voilà, c'est juste Monsieur Atron, Kadi, Alfred et puis Yoro. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas reçu d'exercice de Monsieur Nabil. Voilà, bien. Donc, ceux qui ont fait déjà, félicitations. Ceux qui n'ont pas fait, bah, écoutez, j'espère que vous allez faire, hein, parce que là, on est déjà à la fin. Après PHP MySQL, on a fini vraiment la formation parce que ce qui va rester, c'est WordPress. Et WordPress, ce n'est pas de la programmation, comme je vous ai dit, c'est de l'intégration. On ne code pas. Voilà. Et si vous voulez partir travailler en entreprise ou avoir de gros marchés, c'est pas avec WordPress. Vous voyez? Voilà. Donc on a M. Daouda qui est avec nous aujourd'hui. Alors, M. Daouda, on ne vous voit presque jamais. Je crois que c'est la deuxième fois que vous faites cours après 4 mois. Bon, bref. De toute façon, il y a les vidéos. Je suppose que vous mettez à jour avec les vidéos. Donc, un grand merci à Open Classroom pour ce que vous savez. Je suis mentor évaluateur accompagnant déjà de base et puis évaluateur depuis peu. Un grand crédit à Pierre Giraud, partenaire, et à W3 Schools. Donc, W3 Schools, vous connaissez, c'est la plateforme qui permet, enfin, la plateforme qui dispense des cours en programmation informatique. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, les remerciements sont finis. Place à PHP MySQL. Donc, déjà de base, ceux qui ont de bonnes bases en JavaScript, PHP sera très facile pour vous parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ceux qui ont de bonnes bases en JavaScript, qui ont bien suivi le cours JavaScript, qui ont fait les exercices, PHP sera vraiment facile pour vous. Parce que PHP, JavaScript, c'est pratiquement, pour ne pas dire à 95% la même chose. À part quelques petites différences.
Sinon, les if, les else, les boucles, les concaténations, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes variables, tout est pareil en PHP comme en JavaScript. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, raison pour laquelle je vous disais de vraiment vous mettre au taquet en JavaScript. Comme ça, au moins PHP sera facile pour vous apprendre. Mais si déjà... Bon, ok, on a eu un petit coucou, d'accord? Donc, si JavaScript déjà, c'est compliqué pour vous, c'est sûr que, voilà, ça sera difficile pour vous PHP. Voilà, ça c'est clair. Bien, donc aujourd'hui, on va faire l'introduction au PHP et au fur et à mesure, on va continuer. Donc, on a pratiquement un mois pour finir le cours de PHP, pour ne pas dire un mois et demi. Hein? Donc, jusqu'à tout le mois de novembre, PHP MySQL, donc jusqu'à mi-décembre, on aura fini avec PHP MySQL et durant les 2 dernières semaines de décembre, voilà, on va finir avec WordPress parce que WordPress, c'est pratiquement 2 semaines de cours, on a fini WordPress. Voilà. Donc, c'est vraiment ce dernier mois-là, moi, je vous conseille, durant le mois de novembre, si vous avez été vraiment frivole, c'est-à-dire vous ne vous êtes vraiment pas concentré sur la formation, ça serait dommage de finir une formation de 6 mois et de sortir bredouille. Vraiment. Sans même pouvoir faire un petit truc. J'ai envoyé le template HTML, CSS à faire. Il y a seulement M. Atron qui l'a fait. Lui seul. Autant, je me dis qu'aujourd'hui, HTML, CSS, c'est des choses que vous maîtrisez. Mais il y a seulement M. Atron qui a fait l'exercice sur le site en HTML, CSS. Pourtant, c'est juste HTML, CSS, hein, rien d'autre que HTML, CSS. Je vais vous envoyer les images à utiliser et tout ce qu'il faut utiliser. Mais bon, personne ne l'a fait. Moi, je ne sais pas comment vous voulez devenir bon sans faire des exercices. Bien. Introduction au cours PHP MySQL. Définition et rôle du PHP et du MySQL. Donc, dans cette première leçon, nous allons déjà définir ce que c'est que le PHP et le MySQL, ainsi que leur rôle respectif. Et nous allons, bien sûr, voir un aperçu de ces 2 langages-là. Définition et rôle du PHP. Donc, le terme PHP est l'acronyme de PHP Hypertext Preprocessor. Donc, PHP, en fait, c'est Hypertext Preprocessor. Un peu comme HTML qui est Hypertext Markup Language et CSS qui est Cascading Stylesheet. PHP, lui, c'est Hypertext Preprocessor. Donc, le premier P de PHP est en effet lui-même l'abréviation de PHP. Bref, on s'en fout. Ce langage a été créé en 1994. Sa version stable, la plus récente, est la version 8. Donc, on a PHP qui a été créé en 1994 et HTML qui a été créé en 1990. Donc, il faut savoir que tout ce qui est back-end n'existait pas avant. Donc, au début des années 90, lorsque HTML a été créé et que CSS n'existait même pas encore, les sites étaient juste statiques. Il n'y avait pas de dynamisme back-end. Voilà, parce que HTML, qui est le premier langage de programmation web, a été créé en 1990. En 1994, on a eu PHP et en 1995, on a eu la première version de stable de CSS. OK? Voilà. Donc, sa version stable la plus récente est la version 8. Mais pour ce coup, nous allons utiliser la version de PHP la plus populaire, qui est la version 7.4.3. Bon, là, j'ai mis 7.4 étoile parce que, bon, après, quand vous allez télécharger, ça dépend. Ça peut sortir 7.4.1, 3, 4, 5. Mais la version la plus stable, c'est la plus populaire, pardon, c'est la 7.4. Mais aujourd'hui, nous sommes à la version 8 de PHP. Donc, le PHP va nous permettre de créer des pages qui vont être générées dynamiquement. En d'autres mots, grâce au PHP, nous allons pouvoir afficher des contenus différents sur une même page en fonction de certaines variables. L'heure de la journée, récupérer les informations de l'utilisateur, s'il est connecté, tout ça, grâce à nos bases de données. Et donc, pour attaquer les bases de données, on a besoin d'un langage back-end. Et ici, en l'occurrence, on va utiliser notre PHP. Donc, pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un espace client sur un site web e-commerce.
un utilisateur arrive sur un site e-commerce sur lequel il a déjà commandé et créé un espace client. Lors de son arrivée sur le site, il dispose d'un formulaire de connexion à son espace client pour se connecter, bien sûr. Il va alors devoir fournir des informations, son pseudonyme, blablabla. Il va certainement contenir l'historique des commandes de l'utilisateur, son profil et ses informations de facturation et son adresse de livraison, etc. Donc, toutes ces informations-là seront stockées dans une base de données. Donc, ici, lorsque l'utilisateur rentre ces informations de connexion, celles-ci vont être traitées et analysées en PHP. On va vérifier si les informations sont bonnes et si c'est le cas, récupérer les informations spécifiques à cet utilisateur et générer dynamiquement les pages de son espace client avec ces informations. C'est un peu comme Facebook. Facebook a été construit en PHP. Le langage back-end qui est derrière Facebook, c'est du PHP. OK? Donc, vous voyez un peu que je ne sais pas s'ils ont enlevé les extensions. Alors, sinon, avant, lorsqu'on venait sur Facebook, on pouvait bien voir les extensions PHP. Alors, on va essayer de faire sortir une extension PHP là. Alors, voyons voir m.facebook.com. Voilà. Voilà, bien. Vous voyez là? Vous voyez qu'est-ce qui est écrit ici? Profil.php. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire la puissance de PHP. Donc, vous voyez que grâce à PHP, ce monsieur Mark Zuckerberg, qui a à peine 33 ans, est multimilliardaire. Fait partie des 30 hommes les plus riches au monde grâce à PHP. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible de devenir milliardaire avec PHP parce que pratiquement tout a déjà été créé. Mais on peut devenir millionnaire grâce à PHP. On peut faire des formations, on peut créer des sites pour des gens. Voilà. Mais pour dire que tu vas créer un truc révolutionnaire avec PHP aujourd'hui, pour te faire des milliards, ça, c'est quasiment impossible. Parce que pratiquement tout a déjà été créé. Et la force de ces gens-là, c'est qu'au moment où Mark Zuckerberg, par exemple, il a commencé le développement en 2003, donc dans les débuts de la programmation. Donc, ces choses-là n'existaient pas. Donc, les premières personnes à créer ces choses-là se sont fait plein d'argent. Nous, en Afrique, ici, on a connu le développement il n'y a pas très longtemps. Donc, tout ça existait déjà. À l'époque, on naviguait sur les sites Internet sans même savoir à quoi ça sert, ni comment c'est fait derrière. On s'en foutait même de savoir comment c'est fait derrière. Tout ce que nous, on veut, on vient là, on peut voir les informations, c'est tout ce qui nous intéressait. Et donc, c'est après que des cours de programmation sont arrivés dans le monde de l'Afrique. On est toujours en retard, c'est bien dommage. Mais bon, voilà. On essaie de se rattraper en créant des sites pour des gens, en faisant des prestations de services et en essayant de gagner de l'argent aussi avec ça. Voilà. Bien. Donc, PHP est à la base de plus de 50% des sites Internet, si je ne dis pas de bêtises, plus de 50% des sites Internet. Alors, on va vérifier ça sur Internet. Donc, en quoi sont faits la majorité des sites web? OK. On va prendre une échelle beaucoup plus précise. Donc, quel langage backend est le plus utilisé sur le web? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? Selon une enquête du W3Tech, PHP est le langage back-end le plus utilisé. Environ 79,2% des applications web utilisent PHP comme application côté serveur. OK? Donc là, je vais bien zoomer pour que vous voyez un peu la puissance de PHP. Ouais? Donc, il faut savoir aussi que PHP aujourd'hui est beaucoup controversé. Beaucoup controversé, pourquoi? Parce qu'il y a plein de développeurs JavaScript back-end qui disent que PHP est lent, PHP est ceci, PHP est cela. Donc, ils déconseillent d'utiliser PHP. Mais la vérité est tout autre. Si PHP n'est pas aussi bon, pourquoi plus de 80% des sites Internet utilisent PHP? Donc, c'est-à-dire que les autres langages back-end qui sont Python,
JavaScript backend, Perl, Ruby, tout ça là, on les additionne eux tous, ils ne constituent que 20% des sites Internet. Et PHP, lui seul, plus de 79%. C'est énormissime. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous connaissez PHP, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Parce que c'est un langage qui est très demandé sur le marché Internet. Très demandé. Donc ici, on nous dit que l'enquête 2020 de Stack Overflow des développeurs indique que JavaScript est le langage de script le plus utilisé. En effet, JavaScript a 69% pour les scripts, Python 41% et PHP 25%. Ça, c'est auprès des développeurs. Sinon, les sites Internet utilisent 80%. Alors, je vais vous expliquer maintenant cette bataille qu'il y a. Le gros problème de PHP, et ça, je vais vous l'avouer, qui fait que JavaScript, les gens commencent à plus utiliser ça aujourd'hui, c'est parce que PHP est un langage qui est synchrone, alors que JavaScript est asynchrone. Je reprends. PHP est un langage qui est synchrone, alors que JavaScript est asynchrone. C'est-à-dire, PHP, lorsque vous faites une demande, il faut que la page se recharge. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça d'un exemple facile pour que vous compreniez. Par exemple, on va dire, qu'est-ce que je peux vous montrer là pour que vous voyez directement ce que je veux dire. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà. On va aller sur le site d'un de mes clients là, sur lequel j'utilise et PHP et JavaScript, j'utilise les deux. Et je vais vous montrer le synchrone et l'asynchrone. OK? Donc, je vais me connecter. Donc, vous voyez, ça, c'est le côté. Regardez. Lorsque je vais aller, par exemple, sur la page de notification, hein, lorsque je vais cliquer sur les notifications, c'est le côté synchrone de JavaScript qui va être joué. Le synchrone, c'est-à-dire la page doit être rechargée. C'est-à-dire, la page se recharge en fait avant de donner le contenu. Vous voyez? La page se recharge. OK? Alors que pour le côté synchrone, par exemple, le côté synchrone, là, j'ai développé un chat, je vais vous montrer. Le côté synchrone, c'est quoi? De JavaScript. Cette page-là, par exemple, le chat, je l'ai fait en JavaScript. OK? Donc, lorsque je vais cliquer, par exemple, sur Super Admin, la page ne va pas se recharger et automatiquement, j'ai l'information qui s'affiche à côté, sans que la page ne se recharge. Ça, c'est le côté asynchrone. Donc, quand on dit asynchrone, ça veut dire en fait, la page n'a pas besoin de se recharger. L'information est automatiquement donnée. Ouais, maintenant, le côté synchrone, c'est que si ça, j'avais fait sans PHP, lorsque je vais appuyer ici, la page va se recharger d'abord avant d'afficher ça. Alors que là, quand j'appuie, les informations se changent sans avoir besoin de recharger la page. Vous voyez? Les informations se changent sans que j'ai besoin de recharger la page. Ça, c'est le côté asynchrone. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent plus utiliser JavaScript pour le back-end que PHP. Mais n'empêche que PHP est aujourd'hui tout de même à 80% utilisé sur la plupart des sites Internet. Bien. Et l'autre particularité aussi qui fait que les gens utilisent beaucoup JavaScript, c'est parce que JavaScript est un langage de programmation objet. Et je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, les développeurs, on travaille qu'avec des objets. Et ça, je vous ai dit qu'on était sur le coup JavaScript. Certes, avec les nouvelles versions de PHP, on peut utiliser les objets, mais pour vraiment manipuler les objets, il faut utiliser JavaScript. Parce que PHP de base n'est pas un langage objet. Lui, c'est un langage qui est asynchrone avec les tableaux. Lui, ce n'est pas un langage qui est orienté objet de base. Même si aujourd'hui, PHP fait de l'orienté objet, mais de base, il n'est pas orienté objet. C'est JavaScript qui est orienté objet. Voilà. Donc, voici la mascotte de PHP. C'est un éléphant. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas. Celui qui a créé PHP, il a décidé que la mascotte sera un éléphant. Si vous me demandez que je ne sais pas, c'est comme vous venez me demander pourquoi la mascotte de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Personne ne sait. Personne. Ça s'est décidé avec Oufoué. D'autres vont dire, ouais, c'est parce qu'il y avait des éléphants ici avant. Ouais, mais
Il aurait pu choisir autre chose parce qu'il n'y avait pas que des éléphants ici en Côte d'Ivoire aussi. Il y avait d'autres animaux. Bien. Donc, l'éléphant, c'est la mascotte de PHP. Site statique et site dynamique. Les langages de programmation axés web peuvent être catégorisés selon deux grands types de classement. Nous avons les sites statiques, les langages statiques, pardon, contre les langages dynamiques. Donc, les langages avec exécution côté client et les langages avec exécution côté serveur. Les sites dits statiques se caractérisent par le fait qu'ils sont statiques. Ils ne possèdent ni interaction, ni capacité, tout ça, tout ça. Ça, les langages statiques, c'est HTML, CSS, comme vous le savez. Bien. Les sites dynamiques, en revanche, vont pouvoir fournir des pages différentes pour chaque utilisateur ou selon différentes contraintes et vont nous permettre d'interagir avec l'utilisateur en lui permettant de nous envoyer des données, par exemple. De nombreux langages vont nous permettre de créer des sites dynamiques, chacun avec leurs points forts et leurs faiblesses et leur champ d'application. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur le binôme certainement le plus connu parmi ces langages et le plus utilisé, qui n'est tout autre que PHP avec MySQL. Nous reparlerons de la distinction client côté serveur, donc client-serveur, dans la prochaine leçon. Ici, vous pouvez retenir qu'un site web créé uniquement avec des langages qui s'exécutent côté client sera statique. Donc, statique, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont, toutes les personnes qui vont venir sur votre site vont toujours tomber sur les mêmes informations. Alors que pour un site qui est dynamique, chaque utilisateur a sa propre interface, a ses propres informations. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site Internet du gouvernement, qui est un site statique, tout le monde va avoir les mêmes informations. Ouais, Ado est parti à la plage, Ado a voyagé, il a construit pont. Voilà, nous tous, on aura les mêmes informations. Nous tous, on va avoir les mêmes informations. Mais par contre, lorsque vous allez sur Facebook, qui est un site dynamique, moi, je vais avoir la liste de mes amis. Kadi aura la liste de ses amis. Monsieur Kwadio Bena aura la liste de ses amis. Donc, chacun aura la liste de ses amis. On n'a pas tous les mêmes amis. Même si on a des amis en commun, mais chacun a ses amis. Ce que je publie sur mon compte Facebook reste seulement sur mon compte Facebook. Ça ne va jamais s'afficher quelque part d'autre, sauf si cette personne-là est amie à moi. Ou bien si cette personne-là est abonnée à moi. Donc là, on est liés. Là, cette personne-là peut voir mes informations. Mais cette personne ne peut pas les modifier, ne peut pas les supprimer. Cette personne peut juste partager. Et quand cette personne partage, ça vient sur son mur, sur son profil. La seule personne qui peut modifier, supprimer, c'est moi qui l'ai créé. C'est ça qu'on appelle le dynamisme. Tout ça, c'est dynamique. Toutes ces interactions, on appelle ça du dynamisme. Mais sur un site statique, quand vous allez, toutes les informations qui sont là-bas ne changent jamais. Quand vous allez sur le site de NoEnco, mon site Internet, les mêmes informations que j'ai mises depuis février, c'est les mêmes informations-là qui sont dessus à l'heure actuelle, en novembre. Sauf si je fais une mise à jour dans le code et puis je vais modifier quelque chose. Mais même si je fais une mise à jour sur mon site, ce que j'ai mis là, c'est ce que tout le monde va voir. C'est ça en fait, la différence entre statique et puis dynamique. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est bon? Allô, allô? Pas de questions? On peut poursuivre là? OK. Bien. On va poursuivre donc. Bien.
Bien, on va donc poursuivre. OK. Définition et rôle du MySQL. Le MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Une base de données est un ensemble structuré de données. Les données vont pouvoir être des informations client, nom, adresse, mot de passe, la liste des commentaires de notre blog, etc., etc. Donc, le problème ici est qu'on ne va pas directement pouvoir interagir avec la base de données car les données sont stockées d'une manière illisible pour un être humain normal. OK? Donc, pour manipuler les données stockées dans les bases de données, nous allons devoir utiliser un langage de base de données. OK? Donc, le langage de base de données le plus célèbre est le SQL. SQL est l'acronyme de Structured Query Language, langage de requête structurée. Le système de gestion de base de données MySQL utilise le langage SQL, raison pour laquelle on dit MySQL. Les avantages du MySQL sont sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité et ses performances, en plus du fait qu'on va pouvoir gérer plusieurs types de bases de données différentes, si besoin, avec MySQL, et qu'on va pouvoir l'utiliser conjointement avec PHP. Donc, il faut déjà savoir que MySQL, c'est vraiment ça que vous allez utiliser avec PHP, quoi. Et tous les, pour ne pas dire la majorité de tous les registrars natifs ont déjà PHP installé avec une base de données MySQL. Ce qui n'est pas le cas forcément pour JavaScript. C'est la raison pour laquelle même plus de 80% des sites sont faits avec PHP. Parce que PHP, c'est facilement déployable sur les hébergeurs, sur les registrars. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons créer nos formulaires d'inscription en HTML et allons ensuite récupérer les données des formulaires en PHP. Ici, nous allons pouvoir enregistrer ces données dans une base de données. Une base de données n'est pas un objet mystique. Ce n'est ni plus ni moins qu'un fichier. Pour le moment, notre base de données n'existe pas. Nous allons donc pouvoir la créer. Pour cela,
nous avons deux façons de faire. Soit on passe par une application spécifique comme PHPMyAdmin, qu'on va voir un peu plus tard lorsqu'on finira PHP, soit on envoie nos requêtes SQL depuis un fichier de code. Pour faire cela, nous allons utiliser une extension PHP comme PDO ou MySQLi, par exemple, qui va nous permettre de coder en MySQL. OK? Donc, dans notre code MySQL, nous allons écrire différentes requêtes SQL qui vont nous permettre de créer notre base de données et d'enregistrer les données dedans. Donc, notre base de données est ici créée en utilisant du MySQL. Cette base va donc être une base MySQL. Cela signifie que ce système de gestion qui s'occupe de créer notre fichier base de données, qui va ordonner les données et qui va le sécuriser. Notez par ailleurs que le MySQL est un système de gestion de base de données dit relationnel, car les informations ne vont pas toutes être stockées au même endroit, mais plutôt dans plusieurs compartiments appelés tables qui vont pouvoir communiquer entre elles. Donc, l'idée principale à retenir ici, et ce que je veux que vous compreniez, est que nous ne pouvons pas créer ni manipuler de bases de données sans système de gestion de base de données. Donc ici, nous avons le logo de MySQL et la mascotte de MySQL, c'est un dauphin. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc la mascotte de PHP, un éléphant, et la mascotte de MySQL, un dauphin. Pourquoi utiliser le PHP et le MySQL? Donc, on va faire beaucoup de théories, comme d'habitude, pour comprendre déjà les concepts avant de commencer à coder. Donc, pourquoi utiliser le PHP et le MySQL? Donc, contrairement au HTML et au CSS qui sont de véritables standards, le PHP et le MySQL ont de nombreux concurrents. Python, Ruby, JavaScript, côté back-end pour le PHP et PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Voilà. Donc, les concurrents de PHP, nous avons Python, Ruby, C#, JavaScript back-end, Perl, sont les concurrents de PHP. Et les concurrents de MySQL, nous avons Postgre, MySQL Server, MariaDB, nous avons même le NoSQL avec MongoDB, plein de concurrents. Alors que HTML, CSS, ils n'ont aucun concurrent. Si tu veux créer un site, le front-end, tu ne peux le faire qu'avec HTML, CSS, JavaScript. Ah ben non. Il n'y a pas autre. En tout cas, pour le moment, nous sommes le 30 octobre 2022. À l'heure actuelle, HTML, CSS, JavaScript, front-end n'ont aucun concurrent. Lorsqu'on veut faire du front-end, c'est soit HTML, soit CSS, soit JavaScript, front-end. Alors que PHP qui est back-end, il a plein de concurrents. Python, Ruby, JavaScript encore, il est là, mais côté back-end, C#, et il y a plein. MySQL aussi, il a plein de concurrents. Postgre, Microsoft SQL Server, MariaDB, hein? Quoi d'autre? MongoDB, plein. Pourquoi préférer le coup PHP MySQL au langage concurrent? Concrètement, il n'y a pas de raison absolue, au sens où les alternatives citées sont généralement des langages performants et qui possèdent certains avantages comme certains inconvénients par rapport à PHP ou MySQL. Cependant, si le coup PHP MySQL reste de loin le plus célèbre et le choix de référence lorsqu'on veut créer des sites dynamiques et stocker des données, c'est pour de bonnes raisons. Le premier avantage du PHP concerne la structure de ce langage. C'est un langage à la fois très simple d'accès pour des débutants qui, comme vous, qui pourront rapidement comprendre sa syntaxe de base, surtout lorsqu'ils viennent de JavaScript, et réaliser le premier script, et qui va également supporter, d'un autre côté, des structures très complexes. OK? Ensuite, le PHP est un langage open source. Il est gratuit. Bon, la plupart des autres langages sont gratuits aussi. Hein. Donc, il est bon de le noter car cela n'est pas forcément automatique, même si les utilisateurs du web ont l'habitude du gratuit. Le PHP est également reconnu et supporté de manière universelle. Il va fonctionner sur la majorité de toutes les architectures techniques. Ça, je viens de le dire. En effet, le PHP se distingue par ses performances et sa solidité. Comme le langage est open source, n'importe qui peut contribuer à son évolution, ce qui fait qu'il est sans cesse perfectionné. OK? Donc, les systèmes de gestion de base de données sont également nombreux, quoiqu'ils se basent aujourd'hui pour la plupart sur du SQL standard. J'ai choisi dans ce cours d'utiliser le MySQL, MySQL, car c'est encore une fois le choix le plus populaire parmi les développeurs, et cela pour de bonnes raisons. Tout d'abord, il va être totalement compatible avec PHP, ça je l'ai dit un peu plus tôt, et utilise une syntaxe SQL qui facilitera les opérations si un jour vous devez changer
de système de gestion de base de données. Ensuite, et enfin, le MySQL est à la fois simple d'utilisation, très robuste et offre d'excellentes performances, que cela soit pour une petite ou une grosse structure. Bien. Donc, voici le couple PHP MySQL. Le couple qui fait des merveilles sur le web, qui fait rentrer beaucoup d'argent dans les poches sur le web aussi. OK? Bien. Client et serveur, définition et interaction. Donc, ça, je vais laisser cette partie parce que le fonctionnement d'Internet et du web, j'ai déjà expliqué ça au début du cours, en HTML. Donc là, j'ai fait juste, je l'ai remis ici pour ceux qui ont oublié. Mais je ne vais pas le lire. Vous pouvez le lire. De toute façon, j'ai envoyé déjà le support dans le groupe WhatsApp. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues normalement et vous savez comment un site fonctionne. Langage client-side et server-side. Un site Internet n'est qu'un ensemble de fichiers de code liés entre eux en faisant éventuellement appel à des ressources ou médias comme des images, etc. Le code écrit dans ces fichiers, encore appelé script, va pouvoir être exécuté soit côté client, c'est-à-dire directement dans le navigateur de l'utilisateur qui cherche à afficher la page, soit du côté serveur. Vous devez bien comprendre ici qu'un navigateur qui est client, donc quand on dit client, c'est-à-dire front-end, donc lui ne peut interpréter que HTML, CSS, JavaScript, ça vous le savez, et un serveur ne vont pouvoir chacun effectuer que certaines opérations et lire certains langages. Pour être tout à fait précis, la grande majorité des navigateurs ne sont capables de comprendre et de n'exécuter que du HTML, CSS et JavaScript. Et ça, depuis le début de cette formation, je ne fais que vous le dire. Les navigateurs ne peuvent interpréter que ces trois langages-là. Le PHP, MySQL, ces langages back-end-là, lui, vous mettez ça dans un navigateur, il ne peut pas l'interpréter. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Bien. Donc, un navigateur est ainsi incapable de comprendre du code PHP. Si vous écrivez du code PHP et que vous n'avez pas de serveur PHP local sur votre machine, votre navigateur va afficher votre code PHP là textuellement parce qu'il n'arrive pas à l'interpréter. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que vous avez écrit là, le code là. C'est ça qui va s'afficher comme ça à l'écran. Par contre, pour pouvoir interpréter, c'est-à-dire ce qui peut interpréter le code PHP, on appelle ça un serveur. Et vu que on ne va pas payer, parce que les serveurs sont payés, on ne va pas se mentir, mais il y a des serveurs locaux qui sont gratuits. Donc, serveur local, c'est tout simplement des logiciels qu'on va télécharger tout à l'heure, vous allez voir, sur notre ordinateur, qui va tout simplement nous permettre d'exécuter du code PHP. C'est tout. Parce que sans ça, le code PHP ne peut pas être interprété. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage back-end côté serveur. Donc, il faut un serveur pour pouvoir le compiler. Bien. Donc, tout ça, c'est du français. On va sauter tout ça. Ça, vous savez comment ça marche. Hein? Ce même schéma-là, j'ai déjà eu à l'expliquer dans les débuts du cours. Mise en place de notre environnement de travail. Pour coder en HTML et en CSS, donc déjà, je vous invite à aller lire le support de cours. Hein? Là, je ne peux pas prendre mon temps pour lire le support de cours parce que sinon, on ne va rien faire. On va faire que lire. Et moi, je veux qu'on pratique un peu, il faut qu'on avance. Donc, c'est pour ça que je mets le support de cours à disposition de tout le monde. C'est pour que vous puissiez, bien évidemment, le lire. Voilà. Donc, dans le cours, on fait juste des paraphrases, c'est-à-dire, j'explique les grandes lignes. Mais à vous maintenant de prendre ce que je dis et de bien aller lire le support de cours. Il y a toutes les explications spécifiques dedans. Voilà. Toutes les explications y sont. Bien. Donc, pour coder en HTML et en CSS, OK,
Pour coder en HTML et en CSS et afficher le résultat de son code, un simple éditeur de texte et un navigateur suffisent. Pour le PHP et le MySQL, cependant, cela va être un peu plus complexe car le code va s'exécuter côté serveur. Donc, nous allons détailler dans cette leçon les différentes alternatives qui sont à nous pour coder en PHP et en MySQL. OK? Donc, le travail en local et le travail en production. Ça, je vous invite à lire ça. Hein. Moi, je ne vais pas le lire ici, mais je vous invite à lire ça. C'est tout simplement, ça explique tout simplement la différence entre travail en local et travail en production. Ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? C'est que travailler en production, c'est lorsque vous avez payé un serveur d'hébergement, comme on a eu à le faire au début, là, dans le début du cours. Donc, c'est lorsque vous payez un serveur d'hébergement, OK? Voilà. Et que vous allez mettre votre site en ligne. Ça, c'est le serveur de production. Mais nous, ici, on va travailler en local. C'est ce que la majorité des développeurs font. Lorsqu'on teste, on veut développer un site, il est en phase de test. C'est lorsque tout est bon qu'on va le déployer maintenant sur un serveur de production. Donc, nous, ici, on va travailler avec un serveur local. Donc, c'est tout ça qui est expliqué ici dans du français que je vous invite à lire. OK. Donc, tout ça. Recréer une architecture serveur sur son ordinateur. Comme je vous l'ai dit précédemment, un serveur dispose de différents programmes lui permettant de lire et de comprendre certains langages informatiques que des ordinateurs normaux ne peuvent pas lire. Donc, ordinateur, navigateur. Nous allons donc devoir installer des programmes similaires afin de pouvoir tester nos codes PHP et MySQL. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il existe des logiciels regroupant déjà PHP et MySQL gratuitement pour nous. Gratuit. Gros big up à ceux qui les ont créés. Selon le système que vous utilisez, vous devrez installer un logiciel différent. Donc ici, j'ai mis les logiciels, pour ne pas dire les serveurs locaux, hein, que les serveurs locaux, on dit un serveur, les serveurs locaux, pardon. Donc les serveurs locaux que nous allons utiliser. Donc déjà, moi, j'ai déjà un serveur local sur ma machine hein, qui s'appelle XAMPP. Donc, si vous êtes sur Windows, vous avez WAMP. Donc, vous cliquez sur le lien qui est là, ça vous envoie sur le site de WAMP. Si vous avez un macOS, vous avez MAMP. Vous cliquez sur le lien qui est là, ça vous envoie sur MAMP. Et si vous êtes sur Linux et encore sur Windows, hein, vous avez XAMPP. Donc, c'est XAMPP que moi, j'utilise pour tous mes sites Internet. Tous mes sites Internet, j'utilise ce logiciel-là, XAMPP. OK? Donc, il est disponible ici. Selon moi, c'est de loin le meilleur pour tester vos applications Apache, MySQL, PHP sur Windows. Et c'est ce que nous allons utiliser dans ce cours. Donc, dans ce cours, moi, je vous invite à installer le serveur qui s'appelle XAMPP. Donc, déjà, je vais vous montrer ce que vous devez télécharger. Donc là, on va aller sur le site officiel de XAMPP. Le voici qui est là. OK? Bien. Nous avons XAMPP avec PHP 8.1. J'ai dit qu'on va travailler avec quelle version dans ce cours? Avec la version 7.4.3. Alors, bonne nouvelle, il y a maintenant XAMPP même pour macOS. Hein, vous voyez, on a XAMPP pour Windows, pour Linux et pour macOS. Donc, ça tombe bien. Comme ça, ceux qui ont Linux, vous pouvez télécharger directement ici. Ceux qui ont macOS, vous pouvez télécharger directement ici. Et ceux qui ont Windows comme moi, vous pouvez télécharger directement ici. Mais on va chercher la XAMPP avec la version PHP 7.4.3. Alors, j'espère qu'ils en ont encore. On va aller sur Download. Voilà. On l'a ici. XAMPP for, OK. 7, voilà. Donc, XAMPP for Windows 7.4.3. OK. Donc, le voici qui est là. Vous voyez? Il fait 141 mégabits. Donc, vous cliquez là et ça va le télécharger. OK. Donc, je vous envoie le lien sur WhatsApp dans le groupe là. Je vous envoie le bon lien pour télécharger le logiciel XAMPP sur votre ordinateur. OK. Voilà. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va automatiquement télécharger le logiciel XAMPP sur votre ordinateur. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, vous allez faire les next, 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 next. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment installer un logiciel, vous savez le faire. Vous faites next, 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 suivant, suivant, suivant. Et puis voilà, vous l'installez tranquillement sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous l'aurez installé,
voici l'interface de XAMPP. Donc, XAMPP se présente comme ça. OK? Voici l'interface de XAMPP. Il se présente comme ça. Première des choses à faire lorsque vous êtes sur cette interface-là, vous devez cliquer sur Start, sur Apache. Parce que les différents modules de XAMPP, on a Apache, MySQL, FileZilla, Mercury et Tomcat. Les trois qui sont en bas, on s'en fout. Les deux qui nous intéressent, c'est Apache et MySQL. Apache, c'est quoi? Apache, c'est celui-là même qui permet d'interpréter du code PHP. MySQL, ça vous connaissez, hein? MySQL, c'est le langage de base de données. OK? Donc là, par défaut, ils seront à start, 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 start. Tout est à start. Moi, là, c'est marqué stop parce que je les ai déjà démarrés. J'ai déjà démarré mon Apache et mon MySQL. Donc, vous allez cliquer sur Start et vous allez voir les ports 80 et 443. Les PID, on s'en fout. Mais vous devez voir Apache en vert et MySQL en vert. Ça veut dire qu'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont bien démarrés. Les ports par défaut de Apache, c'est 80 et 443. Le port 80, c'est pour le HTTP et le port 443, c'est pour le HTTPS. Donc ça, j'ai déjà l'expliqué. HTTP, c'est lorsque votre site n'est pas sécurisé et HTTPS, c'est lorsque votre site est sécurisé. C'est tout. Le port 3306, c'est le port sur lequel écoute MySQL. Si jamais un autre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais vous avez cassé votre port 3306, votre MySQL ne va plus marcher. Parce que MySQL, pour qu'il marche, il faut que le port 3306 soit ouvert. Pour que aussi Apache marche, il faut que les deux ports-là, 80 et 443, soient ouverts. Par défaut, ils sont ouverts. En tout cas, si vous n'avez pas fait des bêtises sur votre machine, ils sont ouverts. Voilà, parce qu'ils ont été spécialement créés pour eux. Donc, par défaut, sur les machines, ils sont ouverts. Lorsque vous allez installer XAMPP, ils sont déjà là. Quand vous allez cliquer sur Start, automatiquement, ça sera en vert et vous allez voir les différents ports qui sont là. OK? Pour le moment, vous ne faites rien sur MySQL. On n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, MySQL, même là, fermez. C'est-à-dire, stoppez ça. Moi, je ne vais pas stopper ici parce que je suis en train de travailler sur mes projets. Mais vous, de votre côté, MySQL, stoppez. C'est-à-dire, même ne le lancez pas. Par défaut, tout est fermé, non? Ne le lancez pas. Lancez juste Apache. C'est tout. Lancez juste Apache. Pour le moment, on va juste travailler avec PHP. Donc, lancez juste Apache. MySQL, là, laissez-le comme ça. Quand on va arriver dessus, on va voir comment on travaille avec ça. Bien. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous allez cliquer sur Admin. Là, quand vous allez cliquer, ça va automatiquement vous envoyer sur cette page-là. Si vous tombez sur cette page, c'est que bravo. Vous avez bien installé un serveur local sur votre machine. Si jamais ça n'ouvre pas ça et que ça sort des erreurs bizarres, c'est que vous avez mal installé. Donc, allez désinstaller et puis reprenez l'installation. Installer un logiciel, ce n'est pas compliqué. Hein. Pour installer ça, ce n'est pas compliqué. C'est installation même normale. Windows. Suivant. C'est tout. C'est tout. Vous ne modifiez rien. Vous ne changez rien. Tout ce que vous faites là, vous appuyez sur suivant. C'est tout. Ne modifiez rien. OK? Donc, voilà. On va cliquer sur PHP Info. Et quand vous cliquez sur PHP Info, vous avez toutes les informations de votre PHP. Moi, ma version de PHP que j'utilise sur mon ordinateur, c'est la version 8.0.19. Mais vous, chez vous, téléchargez la version 7.4.3. Pardonnez. Téléchargez la version 7.4.3. Je sais pourquoi je vous dis ça. Voilà. Bien. Donc, voilà. Vous avez toutes les informations sur votre PHP. Donc, ici, j'utilise Apache 2.4.53. Disponible sur le port 80. Donc, je suis en HTTP, je ne suis pas en HTTPS, normal. OK. Quoi d'autre? Voilà. Donc, tout le reste là, ce sont des informations du PHP. Hein. Voilà. Toutes les informations du PHP. Voilà. Ma version 8.0.19. Voilà. Les différents codes couleurs. Hein. Voilà pourquoi il est très important de ne pas sauter les étapes. De faire d'abord HTML, CSS, bien comprendre les choses avant d'arriver sur JavaScript, bien comprendre avant d'arriver sur PHP. Donc, toutes les informations sont là. OK?
toutes les informations sont là. On a les dates. OK, voilà. Hop, tout est là. Local, DOM, tout y est. Tout y est. OK? Voilà. Donc là, on a aussi PHP MySQL. PHP MyAdmin, pardon. Je dis PHP MySQL. Donc, tout simplement, PHP MyAdmin, c'est notre gestionnaire de base de données. Vous voyez? Là, voilà. Pour le moment, bon, il faut savoir que pour pouvoir cliquer sur le PHP MyAdmin, il faut que MySQL soit démarré. Si MySQL n'est pas démarré et que vous cliquez sur PHP MyAdmin, vous aurez une belle erreur. Parce que pour que lui s'ouvre là, il faut que MySQL soit démarré. Donc, vous voyez là, ce sont mes bases de données. Donc, les bases de données des projets sur lesquels je travaille actuellement. AT Shopping, Energy Novo, Focus Shop, ça vient par défaut. Ça aussi, ça vient par défaut. Newsport, Nova, ça vient par défaut. Ça aussi, ça vient par défaut. Short MTNCI, Short OBF, et puis, je crois que ça aussi, ça vient par défaut. Hein. Bon, ça, c'est moi qui l'ai créé, même elle est vite. Voilà. Donc, lorsqu'on va bien rentrer dans le vif du sujet, on va voir comment créer des bases de données et comment manipuler les données avec MySQL. Et c'est vraiment très, très passionnant. Bien. Sinon, voilà. Dès que vous tombez sur cette page-là, c'est bon. Voilà. C'est que vous avez bien installé Apache, MariaDB. Donc, MariaDB, c'est pour le MySQL, hein, c'est pour la base de données. PHP et puis Perl. OK? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est top. Votre, comment on appelle ça? Votre système local, serveur local est en place. OK? Bien. L'éditeur de test, outil indispensable pour écrire du code. Les logiciels WAMP, MAMP ou ZAMP vont nous être utiles pour exécuter notre code PHP. Donc, nous, on va utiliser ZAMP. Donc, cependant, avant d'exécuter du code, il va falloir l'écrire. Et pour cela, il faut un éditeur de texte. Donc, j'ai bien mis ici, je ne vais pas me répéter. Hein. Comme j'ai déjà dit dans mon cours sur HTML, CSS, voilà, vous connaissez les éditeurs de texte. Moi, je vais utiliser VS Code, mais sinon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Notepad, Sublime Text, voilà. Pour HTML, CSS, JavaScript, j'utilisais Sublime Text. Mais pour PHP, à partir de PHP, je vais commencer à utiliser le joli petit logiciel VS Code parce que, voilà, je le trouve beaucoup plus performant pour PHP. Je le trouve beaucoup plus performant. Voilà. OK. Voilà. Bien. Donc, là, j'ai déjà créé ma structure, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Créer, enregistrer et exécuter un script PHP. À partir de maintenant, nous allons véritablement rentrer dans le vif du sujet et commencer à pratiquer. Ce cours est divisé en deux parties. Nous allons d'abord étudier le PHP, puis apprendre à manipuler nos bases de données avec MySQL. Bien évidemment, si on ne maîtrise pas PHP, on ne peut pas travailler avec MySQL. OK? Bien. À partir de maintenant, nous allons véritablement rentrer dans le vif du sujet et commencer à pratiquer. Ce cours est divisé en deux parties. Nous allons d'abord étudier le PHP, puis apprendrons à manipuler nos bases de données avec MySQL ou écrire le code PHP. On m'entend faiblement, hein? Ah bon? Allô? Est-ce que vous m'entendez faiblement ou est-ce que c'est M. Fares seulement qui a ce problème-là? Allô? OK. Donc, on poursuit. Nous allons pouvoir… Ah, M. Fares, augmenter un peu le volume chez vous, peut-être, hein, parce que là, toute ma configuration est en place. Bien. La balise PHP. Le serveur, pour être en mesure d'exécuter le code PHP, va devoir le reconnaître. Pour lui indiquer qu'un script ou que telle partie d'un code est écrit en PHP,
Nous allons entourer ce code avec une balise PHP qui a la forme suivante. Le signe plus petit, pour l'interrogation PHP, le signe pour l'interrogation et le signe plus grand. Lorsqu'on intègre du PHP dans du code HTML, on va pouvoir placer cette balise et du code PHP à n'importe quel endroit de notre fichier. On va même pouvoir placer la balise PHP en dehors de notre élément HTML. De plus, on va pouvoir déclarer plusieurs balises PHP à différents endroits dans un fichier. Regardez l'exemple qui est là. Nous avons ici une instruction, enfin, nous avons déclaré un PHP ici, ouvrant, fermant. Et à l'intérieur de notre HTML, nous avons déclaré un autre PHP, ouvrant, fermant. Donc ça, c'est la balise ouvrante du PHP. Et ça, c'est la balise fermante du PHP. Donc, ici, on déclare deux balises PHP au sein d'une page HTML. Pour le moment, nos balises PHP sont vides. Donc, voici exactement comment on déclare du PHP. C'est bon? Bien. Donc, voici la syntaxe de base du PHP. Donc, déjà ici, comme vous le voyez à l'écran, echo hello world va tout simplement afficher hello world à l'écran. Donc, echo, c'est tout simplement un caractère d'imprimerie. On appelle ça, si vous voulez, caractère d'imprimerie ou si vous voulez, on va dire instruction même, c'est mieux. On va dire instruction d'imprimerie, instruction d'impression. C'est-à-dire, quand vous mettez echo, bien évidemment, à l'intérieur de balise PHP, hein, si vous mettez ça à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Il faut mettre ça à l'intérieur de balise PHP. Donc, lorsque vous mettez echo à l'intérieur de balise PHP Hello World, ça va afficher Hello World. Et le BR va être interprété, bien évidemment, par le navigateur. Donc, BR, c'est soit à la ligne. Donc, voici les commentaires en PHP. Donc, les commentaires en PHP, c'est un peu comme les commentaires en JavaScript. Hein. Voilà. On met deux slash, on met le commentaire, ça c'est sur une ligne. Et on peut faire aussi, comme en JavaScript, slash étoile, étoile, slash, commentaire sur deux lignes. Raison pour laquelle je vous dis que si vous avez de bonnes bases dans tout ce qu'on a déjà eu à voir jusqu'à présent, PHP ça sera comme une révision pour vous, en fait. Parce que tout ce qu'on va voir là, on a déjà vu. Sauf les syntaxes qui changent. Mais sinon, tout ce qu'on va voir là, c'est des choses qu'on a déjà vues. Bien. On va faire cet exemple-là pour que vous voyez un peu. OK? Donc, je vais donc créer ma structure de base. OK? Voilà. Je vais lier. Ah, je ne vous ai même pas montré comment faire pour démarrer. OK. Donc, on va poursuivre le cours et puis on va revenir sur ça. OK? On va poursuivre le cours. Tout ça, c'est du français. Je vous laisse lire ça. OK? On est ici. Enregistrer et exécuter un fichier PHP. À partir du moment où on trouve une balise PHP dans un fichier HTML, nous allons devoir enregistrer le fichier avec l'extension .php. À partir d'aujourd'hui, si vous devez travailler avec PHP, votre fichier que vous allez créer là doit s'appeler index.php et non pas .html. OK? Donc là, voici le truc qui est là. La capture d'écran, enfin, je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Donc, on a le logiciel qui est là. OK? Bien. Tout ça, c'est du français. Voici la page d'accueil. Bien. Bien. Avant d'attaquer ce chapitre qui est là, je vais vous montrer maintenant comment exécuter cela. Donc, je ferme ça. Et on va aller ici. Donc, on va dire que, voilà. Hop. Voilà, ça, je supprime. OK. Et on va reprendre tout ensemble.
Lorsque vous avez fini d'installer le logiciel XAMPP, si vous n'avez rien modifié, rien changé, normalement, il va être disponible sur votre disque local. C, sur le C, il sera là. Vous voyez là, il est là. XAMPP. Voici qu'il est là. En tout cas, si vous n'avez rien changé, vous n'avez rien modifié, sur votre disque local par défaut, que ce soit le disque C ou le disque E, F, G, H, X, Y, Z, en tout cas, il sera par défaut sur votre disque local. Il sera là. OK? Vous allez à l'intérieur de XAMPP, vous allez avoir tout ça là qui est là. Ne changez rien, ne modifiez rien, ne supprimez rien. Si vous voulez que votre logiciel continue de marcher. Tous les dossiers qui sont là, laissez ça comme ça. Ils ne vous ont pas demandé quelque chose. Le seul fichier, enfin, le seul dossier qui nous intéresse, c'est le dossier htdocs. Je reprends. Je viens sur mon disque local C et j'ai mon logiciel XAMPP qui est là. Je vais à l'intérieur, j'ai plein de dossiers de fichiers. Je m'en fous de ça. J'ai fait comme si je ne les vois même pas. Même. Tout ce qui m'intéresse là, c'est htdocs. Je rentre dans htdocs. Voilà. C'est ici là que je peux faire ce que je veux. Je peux modifier, je peux supprimer. Quoi, tu peux faire ça ici. Tu veux t'amuser là, tu peux faire ça ici. Tout, là, c'est pas quoi. Tous les dossiers, quoi que vous voulez créer là, faites ça ici, dans htdocs. Mais ne faites jamais ça à l'extérieur. En tout cas, votre logiciel ne va plus marcher. Vous serez obligé de partir, de déinstaller et puis de réinstaller encore. Et quand vous déinstallez, vous réinstallez, tous vos logiciels qui sont dessus sont partis. Voilà. Donc, ne faites pas les fous. On rentre dans htdocs. Vous voyez ici, tout ça là, ce sont mes projets. Chaque dossier constitue un projet dans le htdocs. Chaque dossier constitue un projet. Donc ici, j'ai AT Shopping. Donc AT Shopping, c'est mon dossier du projet AT Shopping. Énergie nouveau, blablabla. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va nous-mêmes créer un dossier pour le projet du coût. Donc, on va le faire. Je fais un nouveau dossier. Ça me crée un nouveau dossier. OK? Je vais l'appeler coût PHP. Ne mettez pas d'espace. Je vous demande pardon, ne mettez pas d'espace. Soit mettez des tirets, soit mettez des underscores. Comme je suis en train de le faire. Coût PHP MySQL Laravel. OK? Si vous mettez espace, ça va marcher. Mais par convention, s'il vous plaît, ne mettez pas d'espace. Comme vous voyez vous-même là, tous mes dossiers qui sont là, il n'y a pas d'espace dedans. Ne mettez pas d'espace. Je vous demande pardon. Donc, je vais à l'intérieur de mon dossier et je vais créer maintenant, bon, même pas, hop, j'ai mon dossier qui est là. Je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et on va faire tout ce qu'on veut à l'intérieur ici. Donc, fichier, ouvrir le dossier. Donc, je vais aller sur mon disque local C. Voilà. Je cherche XAMPP. Je cherche htdocs et je sélectionne coût PHP MySQL Laravel. Sélectionnez un dossier. Il va s'ouvrir ici. Je fais plus et je vais créer index.php. Index.php. Voilà. Ensuite, je vais créer mon style.css. Donc, bon, je vais mettre ça dans un dossier même. Donc, je crée un dossier qui va s'appeler CSS. Et je crée un dossier qui va s'appeler JavaScript. Voilà. Donc, j'ai un dossier CSS et un dossier JavaScript. Donc, à l'intérieur de mon JavaScript, je vais créer le fichier script.js. Et à l'intérieur de mon CSS, je vais créer style.css. Bien. Donc, je reviens sur mon index.php, qui est là. Et je vais créer ma structure de base. Donc, il faut savoir que un fichier avec l'extension PHP, on peut mettre du HTML dedans. Et on peut mettre aussi du PHP dedans. Voilà. Donc, ici, j'appelle ça mon beau site. Je vais faire ma liaison CSS. Ça, là, normalement, c'est des choses que vous maîtrisez au jour d'aujourd'hui.
Voilà. CSS slash style.css. Voilà. C'est bien ça. OK. Bien. Ensuite, je peux lier en même temps mon JavaScript. Donc, script src javascript slash script.js. Voilà. Bien. Et à l'intérieur de mon body ici, je pourrais maintenant exécuter tout ce qui est code PHP. Donc, si je fais ici, on va dire, je crée une div là, OK? Comme ça. Et à l'intérieur, je mets H1, bienvenue sur mon site. Okay. Et puis, en bas, je vais créer maintenant ma balise PHP. Donc, PHP, voilà. Et je ferme avec ça. Bien. Donc, à l'intérieur, si je fais un écho, OK, de bon, premier cours en PHP et en MySQL. OK, hop. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, lorsque vous finissez comme ça, qu'est-ce que vous ne devez jamais faire? C'est essayer. Il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, bon, il est fini, il a essayé de démarrer ma chose. Et puis, ils vont cliquer ici sur index.php. Ça ne va jamais s'ouvrir dans le navigateur. Mais si ça s'ouvre, regardez. Attendez, hein, regardez, hop. Voilà. Même si ça s'ouvre, ça va afficher le code. Parce que le navigateur, il ne peut pas interpréter du PHP. Ouais. C'est le code qui s'affiche. Le navigateur ne peut pas interpréter du PHP. Il peut interpréter seulement HTML, CSS et puis JavaScript. Vous allez me dire, mais c'est qui est écrit là? Il y a HTML dedans. Donc, pourquoi il n'arrive pas à interpréter? Mais bien évidemment, parce que le fichier est un fichier .php. .php. Vous voyez ça qu'il y a ici. .php. Il ne peut pas interpréter ça. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut que le serveur compile ça et envoie maintenant sur le navigateur. Là, maintenant, le navigateur peut afficher les bonnes informations. Mais tant que le serveur n'a pas compilé, ça va s'afficher comme ça. Très bien. Alors, vous allez me dire, comment on fait? OK, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, suivez très attentivement. Une fois qu'on a fini ici, OK, attendez, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fini d'écrire ça comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez suivre votre XAMPP, le logiciel que vous avez installé là, le serveur. OK. Vous allez cliquer sur Admin. Bien. Donc, on est là. OK. Suivez très attentivement. Vous allez modifier l'URL. Voici pourquoi je vous ai dit de ne pas mettre d'espace. Vous allez modifier l'URL. Vous enlevez, par défaut, c'est écrit comme ça, /dashboard. Localhost /dashboard. Alors, il faut savoir que le localhost, c'est l'URL par défaut de tous les serveurs locaux. C'est localhost. Donc, localhost, vous laissez. Vous supprimez juste dashboard qui est devant. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on doit mettre à la place de dashboard? Vous devez tout simplement mettre le nom du dossier de votre projet. Et là, moi, le nom de mon dossier, c'est cours PHP MySQL Laravel. Donc, je copie, je viens coller ici et je lance.
Et voilà la magie. Qu'est-ce qui est écrit? Premier cours en PHP MySQL. Et c'est bien ce que j'ai fait ici dans mon script PHP. Est-ce qu'on est bon? Alors, M. Fares me demande pourquoi Echo. Ben, M. Fares, ça, c'est un script PHP. Ça, c'est un script PHP. Donc, il faut mettre Echo pour afficher ce qu'on veut à l'écran. Si on ne met pas Echo, rien ne va s'afficher. Donc là, j'enlève Echo. Voilà, rien ne s'affiche. C'est juste bienvenue sur mon site. Donc, pour pouvoir afficher quelque chose en PHP, on utilise Echo. Et ce qui suit, c'est un string. C'est parce que c'est un string. Bon, ça, j'ai déjà eu expliqué sans JavaScript. Les strings, on les met entre les griffes. Donc, c'est parce que c'est un string, une chaîne de caractères, que j'ai mis ça entre les griffes. OK? Donc, il faut savoir qu'on peut mettre aussi comme ça, concaténer avec, des balises HTML. Donc là, si je mets un BR et qu'ensuite je mets PHP est magnifique, vous voyez que ça vient bien à la ligne. Ce n'est pas écrit BR. Ça vient bien à la ligne. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le navigateur, lorsque votre serveur va finir de compiler, il va l'envoyer ici sur le navigateur. Et le navigateur, lui, il sait lire BR. Le navigateur, lui, il sait ce que c'est BR. Il sait que BR, c'est un saut à la ligne. Donc, il fait le saut à la ligne. Un peu comme un JavaScript, en fait. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Kadi et les autres, M. Bernard et tout ça. Est-ce qu'on est bon? Afficher un résultat en PHP avec une instruction echo ou print. Donc, dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à afficher un résultat en PHP en utilisant les structures de langage echo et print. Donc, il faut savoir que echo permet d'afficher quelque chose, print aussi permet d'afficher quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir. Une première définition, les structures de langage. Donc, structure de langage, donc tout ça c'est du français, hein? Okay, c'est du français. Donc, les structures de langage echo et print. Les structures de langage echo et print vont nous permettre d'afficher un résultat en PHP. Pour cela, nous allons écrire notre echo ou notre print suivi de ce qu'on souhaite afficher. Ensuite, il faut toujours finir une instruction PHP avec point-virgule. JavaScript, effectivement, il faut finir aussi une instruction avec point-virgule. CSS, il faut aussi finir une instruction avec point-virgule. Donc, on voit que tous les langages se copient un peu. Pour vraiment, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils se copient. Le truc, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faciliter, parce qu'il y a beaucoup de langages pour faire une seule chose. Si tu veux créer un site, tu ne peux pas le faire seulement avec HTML, ni CSS, ni JavaScript. Tu dois pouvoir utiliser plusieurs langages. Donc, les créateurs de ces langages-là s'arrangent à vraiment faire des choses qui ne sont pas trop loin de ce que vous avez déjà appris avant, pour ne pas que vous soyez dépaysés. Oui. Donc, pour ceux qui ont de bonnes bases en JavaScript, ça, c'est juste des révisions. Bien. Donc, voici ce qu'on a à l'écran ici. Echo H2. Donc, ça, c'est un H2 qui a été créé dynamiquement avec PHP. Donc, ça, c'est 3 instructions qui ont été créées avec Echo. Donc, le 29 qui est là, c'est un entier. Il n'a pas été mis entre les griffes, donc c'est un entier. Les autres, là, ce sont des chaînes de caractères. OK? Ici, là,
ça va afficher ça comme un string, ça vous le savez. C'est comme du JavaScript. OK? Bien. Ici, on fait avec print. Donc, print, H2, H2 et print. Alors, voici le résultat. OK? Donc, le premier écho, première instruction PHP avec écho. Voilà. Bonjour à tous et BR. Donc, bonjour à tous, il fait un BR. Il affiche 29 et il affiche j'ai 29 ans. Ensuite, avec print, H2, première instruction avec print. OK? Bonjour à tous, BR29. Donc, bonjour à tous, 29. Et en bas, on a le paragraphe qui est là, un paragraphe. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'on affiche les résultats avec echo en PHP ou avec print. Bon, généralement, les développeurs, on aime plus utiliser echo que print. Donc, en bas ici, tout ça sont des explications théoriques de echo et print que je vous invite à aller lire. Bien. Alors, bien évidemment, il faut savoir qu'on peut mettre des parenthèses. Voilà, comme ça, lorsqu'on fait echo, on peut mettre des parenthèses. Hein, mais ce n'est pas très nécessaire. Vous pouvez ne pas mettre de parenthèses, juste mettre espace et puis écrire votre instruction. Voilà. Bien. Tout ça, c'est du français. L'usage des apostrophes et des guillemets pour afficher des chaînes de caractères. Pour afficher une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte avec écho ou print, vous devez absolument l'entourer d'un couple d'apostrophes droites et des guillemets à droite. Ça, vous le savez, hein? Pour écrire une chaîne de caractères, il faut mettre soit des guillemets simples ou des guillemets doubles. OK? Voilà. Donc, ça, vous le savez. On a déjà eu à voir ça avec JavaScript. Donc, ça, vous le savez. Donc, c'est pareil pour PHP. Lorsque vous voulez écrire une chaîne de caractères, vous devez le mettre entre les griffes, comme ça. Donc, soit les single quotes ou les double quotes. Donc, single quote, c'est avec 4. Le double quote, c'est avec 3. Voilà. Découverte des variables en PHP. Introduction aux variables PHP. Donc, dans cette partie, nous allons découvrir ce que sont les variables en PHP et nous allons apprendre à bien évidemment les manipuler. Ici encore, c'est que de la révision de JavaScript. C'est que de la révision de JavaScript encore ici. Qu'est-ce qu'une variable? Vous savez déjà c'est quoi une variable. Hein? Comme je l'ai dit là, c'est de la révision de JavaScript. Une variable est un conteneur servant à stocker des informations de façon temporaire. Ça, tout ça, vous le savez. Les règles de déclaration des variables en PHP. Une variable est donc un conteneur ou un espace de stockage temporaire qui va pouvoir stocker une valeur qu'on va lui assigner. Ça, vous le savez. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est comment est-ce qu'on déclare les variables en PHP. En JavaScript, vous savez que pour déclarer des variables, il faut utiliser soit let. Hein? Il faut utiliser soit let, voilà, donc let A égale à 5, par exemple, ou alors mettre var B égale à bonjour, OK? Ou alors mettre const, c'est pas moi, Z égale à true. Hein? True pour dire que c'est vrai, c'est un booléen. Donc ça, c'est comme ça qu'on déclare les variables en JavaScript. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Si vous ne savez pas, allez reprendre le cours sur JavaScript. Vous avez toutes les vidéos à votre disposition et vous avez aussi le support de cours. Comment on déclare les variables en PHP? On déclare les variables en PHP. On n'a pas besoin de mettre let. On n'a pas besoin de mettre var. On n'a pas besoin de mettre const. Ça, c'est en JavaScript. Pour déclarer en PHP, on met juste $. Ensuite, on met le nom de la variable et on lui assigne la valeur. On termine avec point virgule. Et si j'affiche ma variable, donc voilà, on aura bien évidemment bonjour qui va s'afficher ici. Parce que dans ma variable, je lui ai donné ce texte-là, bonjour. Donc, si je fais écho variable, ça va afficher le contenu de variable qui est bonjour. Donc, voici comment on déclare une variable en PHP. Est-ce que c'est bon?
OK. Donc, toute variable en PHP doit commencer par le signe $, qui sera suivi du nom de la variable. Le nom d'une variable doit obligatoirement commencer par une lettre ou un underscore. Il ne doit jamais commencer par un chiffre. Comme je vous ai dit, c'est de la révision de JavaScript. Un nom de variable ne doit contenir que des lettres, des chiffres et des underscores, mais pas de caractères spéciaux. Le nom des variables ne doit pas contenir d'espace. Donc, voici des variables qui sont là. Enfin, sachez qu'il existe des noms réservés en PHP. Vous ne pouvez pas utiliser ces noms réservés-là pour créer des variables. C'est comme ce qu'on a vu aussi en JavaScript. Donc, ici, on a deux variables. Une variable prénom Pierre et une variable âge qui est égale à 28. Donc, ça, c'est du français. Afficher et modifier le contenu d'une variable. Donc, comment afficher le contenu d'une variable? Ça, je viens de faire un exemple tout à l'heure, vous avez vu. OK? Donc, prénom Pierre, âge 28. Écho prénom, ça va bien évidemment afficher Pierre. Écho âge, ça va bien évidemment afficher 28. Et en bas, c'est du français. Bien. Ici, prénom égale à Pierre. Âge égale à 28. Écho, la variable âge contient deux points. Écho âge, écho BR. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Lorsque vous mettez un slash comme ça, tout simplement, ça ne va plus, ça va afficher effectivement le $. Bon, ça, ce n'est pas un slash, c'est un anti-slash. Lorsque vous mettez l'anti-slash, ça va afficher, regardez, vous voyez ici, la variable $âge, parce qu'il a mis un anti-slash devant. Donc, c'est pour ça que c'est écrit la variable $âge contient, et ici, on met âge qui est égal à 28, et il fait un BR. Et c'est la même chose aussi qui est ici en bas. Donc, c'est le résultat que nous avons ici. OK? Et en bas, beaucoup de français que j'ai écrit pour vous. Allez lire ça. Les opérateurs d'affectation et de comparaison. Donc, il y a une seule façon de créer des variables en PHP. Vous écrivez le signe $ et vous écrivez le nom de la variable sans espace. Collé. On ne met pas let, on ne met pas va, on ne met pas const. Il n'y a pas trois façons de créer des variables en PHP, il y a une seule. $ suivi du nom de la variable. Bien. Donc, comment affecter une variable, une valeur à une variable? C'est avec le signe égal. C'est pareil aussi que pour JavaScript. Voilà, donc c'est ce qui est écrit ici. OK? À quoi servent de manière concrète les variables PHP? C'est la même chose, c'est le même français que pour les variables en JavaScript. Les variables servent tout simplement à stocker des données qu'on va pouvoir utiliser plus tard pour faire de la manipulation de données. C'est tout. Voilà. Ça, c'est beaucoup de français. Pour ceux qui ne savent toujours pas à quoi sert une variable en programmation, je vous invite à lire ça. Les types de données en PHP. Les variables PHP vont pouvoir stocker différents types de valeurs, comme du texte ou un nom, par exemple. Par abus de langage, nous parlerons souvent de types de variables PHP. Donc, il faut savoir qu'en PHP, on a exactement les mêmes types de variables qu'en JavaScript. String, integer, float, boolean, array, object, nul. Sauf qu'en PHP, on a ressources. Mais ressources même, ce n'est pas vraiment utilisé. C'est tout ce qui est en haut là qui est utilisé. Donc, string pour les chaînes de caractères, integer pour les nombres entiers, float pour les décimaux, donc les chiffres à virgule, boolean pour les booléens, vrai ou faux, hein? Array pour les tableaux, object pour les objets. Pareil que pour JavaScript. Ce sont les mêmes types de données. Et nul, lorsque vous déclarez une variable et qu'elle n'a pas de valeur, en JavaScript, c'est undefined, en PHP, c'est nul. Donc, voici les différents types de données en PHP. OK? Bien. Les types chaîne de caractères ou string. Ça, c'est pareil qu'en JavaScript. Pour écrire un string en PHP, il faut mettre tout simplement les griffes devant. Donc, vous mettez votre variable, vous l'assignez, donc égal, vous mettez les griffes, hop. Voilà.
Bien. Alors, en effet, l'utilisation de guillemets ou d'apostrophes fait qu'une valeur est immédiatement considérée comme une chaîne de caractères. Ça, vous le savez déjà avec JavaScript. Pour s'en convaincre, on peut utiliser la fonction getType qui nous permet de connaître le type d'une variable en anglais. Donc, getType, en fait, c'est une fonction PHP qui va nous permettre de connaître le type d'une variable. Alors, regardez ici. Ouais. Prez, je m'appelle Pierre, H28, H228. Lorsqu'on va faire getType de ça, donc regardez, on va faire l'exemple ensemble. Okay. Donc là, si je fais echo getType de ma variable, ça va m'envoyer quoi? String. Ouais, ça m'envoie string parce que c'est une chaîne de caractères. Donc, si je crée une autre variable okay, que j'appelle âge hein, et que je mets 25 par exemple, si je fais getType de âge, ça va m'envoyer integer. Oui, parce que c'est un entier. Si âge, je mets 25.6, ça va m'envoyer float parce que c'est un chiffre à virgule. Bon, là, ça m'a envoyé double. Okay. Double, float, c'est pareil. Hein? C'est tout simplement pour définir des chiffres à virgule. Voilà. Si je mets true, ça va m'envoyer boolean. Vous voyez? Voilà. Donc, la fonction getType, tout ce que vous devez savoir, nous permet tout simplement de retourner le type d'une variable. Et c'est même ce qui est écrit ici. Get the type of a variable. Get the type of a variable. Obtenir le type de la variable. Voilà. Donc, voici comment on peut récupérer le type d'une variable en PHP. OK? Bien. Le type de données integer et les nombres décimales float ou double. C'est ce que je viens de vous dire. Double, float, c'est la même chose. Donc, ça, c'est pour les entiers. OK? Les booléens, c'est vrai ou faux, true ou false. Ça, on a déjà vu tout ça en JavaScript. C'est pour ça que je dis, en fait, le coup PHP, normalement, ça ne doit même pas durer. Normalement, PHP, même en un mois, on a fini. Parce que c'est peut-être MySQL qui sera nouveau pour vous, parce que MySQL, là, on part vraiment de zéro. Mais sinon, PHP, pour quelqu'un qui est vraiment à jour en JavaScript, c'est des révisions. C'est des révisions. Les strings, comment assigner une variable, comment écrire une chaîne de caractères avec les single quotes ou les double quotes, les boolets, true, false, les nombres entiers, tout ça là. On a déjà vu tout ça en JavaScript. La seule chose qui change, c'est la façon dont on déclare les variables. C'est tout. En tout cas, pour le moment, la façon dont on déclare les variables. En JavaScript, on déclare comme ça, avec les lettres, var, const, avec les mots-clés. En PHP, il n'y a pas de mots-clés. On met $ et puis le nom de la variable. C'est tout. Et même en JavaScript aussi, c'est possible de déclarer des variables avec $. Ça, on avait déjà eu, je vous avais déjà eu expliqué ça. On peut déclarer des variables aussi avec $ en JavaScript aussi. Voilà. Ça, c'est une variable qui marche en JavaScript. Ça marche très bien en JavaScript. Donc, pour quelqu'un qui a vraiment les bases là en JavaScript, tu as vu le cours qu'on vient de finir là, qui a de bonnes bases, PHP, c'est une révision pour lui. C'est une révision pour lui, en fait. Parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, il ne perd pas le temps dessus, en fait. Il lit le cours, il voit que c'est les mêmes choses, passe à autre chose. Ou bien, c'est la même chose ou pas? Hein, les gars? PHP, JavaScript, à part quelques petites différences, comme les échos, alors que ici, pour afficher quelque chose, on va utiliser console.log. En JavaScript, c'est console.log. Ici, c'est echo. Ou bien JavaScript, c'est document.write. Ici, c'est print. Hein? À part ces petits changements, par exemple, là, c'est une fonction. On met le nom de la fonction, on met les parenthèses. En JavaScript aussi, comme on écrit les fonctions, on met le nom de la fonction, on met les parenthèses. Ce sont les mêmes choses. Même chose. Vous voyez un peu, les gars. Donc, pour ça, je vous dis, ne sautez pas. Ne sautez pas. Mettez-vous à jour. Vous allez voir que tout ce qui est devant là, c'est facile. Ceux qui ont trouvé JavaScript compliqué, qui n'arrivent même pas à faire les exercices, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne base en HTML, CSS. C'est tout.
La preuve même, si c'est HTML, CSS, mais ils n'ont pas fait. Non, ils n'ont pas de bonnes bases en HTML, CSS. C'est pour ça que JavaScript est compliqué. PHP aussi, ils vont trouver ça dur. Pourquoi? Parce que JavaScript aussi, là, ils n'ont pas de bonnes bases là-bas. Pourtant, JavaScript et PHP, c'est la même chose. Même chose. Bien. Donc, ça, c'est les booléens. Vrai, faux, true, false. Hein? Voilà. Et le type de données nul. Donc, le type de données nul est un type un peu particulier parce qu'il correspond à l'absence de valeur et c'est donc à représenter des variables vides en PHP. Ce type de valeur ne contient qu'une seule valeur. La valeur nulle qui correspond elle-même à l'absence de valeur. Il est un peu tôt pour vous faire comprendre l'intérêt de ce type de valeur. Nous en reparlerons plus tard dans ce cours lorsque nous aurons à l'utiliser. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous déclarez une variable comme ça, vide comme ça, là, son type par défaut, c'est nul. Donc, soit vous déclarez la variable en disant que c'est nul, ce qui est complètement inutile, soit vous déclarez une variable vide comme ça, donc comme ça, là, une variable sans assignation. Voilà. Ça, son type, c'est nul. OK? Voilà. Alors, on dit on défend une variable vide. Ils ne reconnaissent pas ma variable, ils sont sérieux. Ils ne reconnaissent pas ma variable. Donc, c'est bien écrit ici, vide. Alors, vide 2. Integer, OK. D'accord, donc nul. OK, voilà, nul. Bien. Ah, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les erreurs PHP s'affichent directement sur votre écran. Vous voyez là, voilà. Nul. Voilà. Bien. Donc, une manière de vous dire que, j'ai oublié que j'utilise PHP 8. Donc, en PHP 8, en fait, on ne peut pas déclarer de variable vide comme ça. Il faut toujours l'assigner, même si elle ne sera pas utilisée. Donc là, tu mets nul. Voilà. Tu vas envoyer type nul. Mais lorsque, en PHP 8, tu la déclares sans l'assigner, ça va bien donner son type nul, mais ça va aussi afficher un message d'erreur. Bon. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, de toute façon, ils savent pourquoi. Bien. Les types de données PHP, les tableaux, array et les objets. Donc, les tableaux, on en reparlera un peu plus tard parce que les tableaux en PHP sont un peu. C'est pareil que les tableaux en JavaScript, mais un peu différents. Les objets, là, les objets, c'est pareil. Voilà. Les objets en PHP, c'est pareil que les objets en JavaScript, il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, on verra un peu plus tard un chapitre complet sur les tableaux. Les objets, ça, référez-vous au cours sur JavaScript. Les types de données, ressources. Donc, une ressource est une variable particulière qui contient une référence vers une ressource externe au PHP. Comme dans le cas d'une variable qui représente la connexion vers une base de données, par exemple. Donc là encore, ce type de données-là, on verra ça un peu plus tard. Okay. Les opérateurs et concaténation en PHP. Ici encore, c'est pareil que en... Ah non, non, pardon. Ici, on n'est plus dans la parité. Voilà, ici, on est sur quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérateur est un symbole qui va être utilisé pour affecter certaines actions, notamment sur les variables et les valeurs. Par exemple, l'opérateur plus va nous permettre d'additionner les valeurs de deux variables, tandis que l'opérateur égal va nous permettre d'affecter une valeur à une variable. La documentation officielle de PHP classe les différents opérateurs qu'on va pouvoir utiliser sur les groupes suivants. Arithmétique, affectation, byte, comparaison, contrôle d'erreur, exécution, incrémentation, décrémentation. Ça, vous connaissez, hein? Incrémentation plus, plus, décrémentation moins, moins, opérateur logique, opérateur de chaîne, tableau, type. Les opérateurs de chaîne et la concaténation en PHP. Donc, ici, voici comment est-ce qu'on peut faire une concaténation en PHP. C'est pas... Bon, il y a plusieurs façons de faire des concaténations en PHP, mais on va vous montrer les différentes façons. OK? Et on va vous dire la façon la plus recommandée. Celle que tous les développeurs PHP utilisent. Donc, ici, j'ai prénom Pierre, nom Giraud, âge 28. Écho, je m'appelle prénom et j'ai âge 1. Donc, ça va afficher à l'écran, je m'appelle, prénom c'est Pierre, donc je m'appelle Pierre.
et j'ai âge ans, ça va afficher, et j'ai 28 ans. OK? Ici, on peut entourer, donc on peut écrire directement comme ça. Bon, ça, c'est à proscrire parce que très souvent, ça ne marchera pas. C'est-à-dire mélanger comme ça dans une chaîne votre variable avec la chaîne de caractères, comme ça, très souvent, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est à proscrire. Avec les accolades, ça va afficher le même résultat, mais ça encore, c'est mieux. Donc, lorsque vous mettez votre variable à l'intérieur d'accolades comme ça, c'est mieux. OK? OK? Bien. OK. Donc, voici ici la bonne façon pour concaténer. Alors, je vais vous montrer. On va dire que j'ai une variable ici, prénom. On va faire comme l'exemple. Pierre, âge, Giraud, vieux, Paris. OK? Bien. Si je fais, on va déclarer une variable déjà qui va prendre tout ça. Donc, dollar texte va être égal à je suis, pardon, je suis, donc comme je vous ai dit, je suis dollar prénom, virgule, j'ai dollar âge et je vis à dollar lieu. Donc, ici, si je fais un écho de dollar texte, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je suis Pierre. Alors, excusez-moi, âge, j'ai mis Giraud. Je suis Pierre, j'ai 25 ans et je vis à Paris. Donc, première façon de concaténer. OK? Je vais commenter ça. Deuxième façon. Donc, cette méthode-là, ce n'est pas la plus bonne. Voilà, parce que très souvent, ça ne marchera pas. L'autre façon, c'est d'entourer nos variables d'accolade. Voilà. On aura toujours le même résultat. Et la méthode que tous les développeurs PHP utilisent, c'est celle-ci que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous allez mettre comme ça. OK. Et vous allez faire la concaténation avec des points. Point qui est le caractère de concaténation en PHP. Okay. Voilà. Et on aura encore le même résultat. Donc, voici les trois façons de concaténer un texte, une chaîne de caractères avec PHP. Donc, celle-ci, c'est la première façon.
ça marche, mais ça ne marchera pas toujours. Celle-ci, ça marche aussi, mais ça ne marchera pas toujours. Et c'est celle-là que la plus grande majorité, pour ne pas dire la majorité des développeurs professionnels PHP utilisent. Ce niveau de concaténation. Vous connaissant, je sais que vous allez toujours utiliser les deux premiers parce que c'est le plus facile. Voilà. On écrit comme ça, là, directement dedans, on ne perd pas le temps. Demain, quand vous serez sur un projet et que ça ne marchera pas, vous allez vous rappeler que M. Noah avait dit que ces deux façons-là, ça marchait, mais il ne fallait pas les utiliser. Il fallait plutôt utiliser ça. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Là. Des questions? Pas de questions? Non. Après lieu, on ne met pas de guillemets. Les guillemets, c'est tout simplement pour délimiter une chaîne de caractères. Cette variable-là n'est pas une chaîne de caractères, donc on n'a pas besoin de mettre de guillemets. Voilà. Les guillemets, c'est pour délimiter la chaîne de caractères. Donc, ça commence ici, ça finit là. Ça commence là, ça finit là. Ça commence là, ça finit là. Une autre question? Des questions, pas de questions? Allez-y, hein, si vous avez des questions. Parce que là, on est à la fin du cours pour aujourd'hui. Donc, c'est le moment de poser des questions. Alors, au total, il y a 10 personnes connectées. Ça, c'est super. On voit qu'il y a toujours de l'engouement. Alors, ce qui n'était pas le cas à la première session. Hein. Oui, allez-y, monsieur Acon. Allez-y, hein. Alors, si vous avez déjà installé MAMP et que ça marche bien, continuez avec. Allez. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Franchement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde. Hein. Il y a eu pratiquement 10, 11 personnes. Donc, merci à vous tous. Mais pardonnez, faites les exercices. À cause de Dieu, faites les exercices. Allez. On se donne rendez-vous samedi prochain. Pour ceux qui suivent en présentiel, si la salle est disponible, bien sûr, je vais vous tenir au courant. Et d'ici là, faites les exercices que vous n'avez pas encore fait pour ceux qui n'ont pas fait et envoyez-les-moi sur mon adresse mail, s'il vous plaît.